Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, même s'il fait très chaud. J'espère que vous buvez, que vous n'avez pas trop chaud. Voilà, c'était les conseils. Pardon, je crois que je me suis enfoncé quelque chose dans le doigt. Pardon. Très bien, je verrai ça plus tard. Je reprends la lecture de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je suis de travers, mais de toute façon, je vais me reculer un tout petit peu. Voilà. Ça va faire un peu de bruit, excusez-moi. Voilà. Là, pour empêcher le vent, je vais le mettre ici, le micro. J'espère que vous m'entendez et que vous n'entendez pas trop le vent. Voilà. On peut commencer. Alors, chapitre 10. Chapitre 10. Jusqu'ici, j'ai rapporté en détail les événements de mon insignifiante existence. Aux 10 premières années de ma vie, j'ai consacré presque autant de chapitres. Je n'ai pas l'intention, toutefois, d'écrire une autobiographie complète. Je ne ferai appel à ma mémoire que dans la mesure où je sais que ces réponses présenteront quelque intérêt. Je vais donc passer à peu près sous silence les 8 années qui suivirent. Quelques lignes vont suffire à faire la liaison nécessaire. Quand le typhus eut accompli son œuvre dévastatrice à Lowood, il disparut graduellement, mais non sans que sa virulence et le nombre de ses victimes n'eussent attiré l'attention générale sur l'école. On fit une enquête pour découvrir l'origine du fléau, et peu à peu vinrent au jour différents faits qui mirent à son comble l'indignation publique. La nature insalubre du lieu, l'insuffisance et la mauvaise qualité de la nourriture, l'eau saumâtre et fétide qui servait à la préparer, l'habillement misérable des élèves, le manque de confort. Tout fut mis en évidence et eut pour effet de confondre Mr. Brocklehurst au bénéfice de l'institution. Diverses personnes riches et charitables du comté souscrivirent généreusement pour l'érection d'un bâtiment mieux conçu, mieux situé. On fit de nouveaux règlements, on améliora le régime alimentaire et l'habillement. La gestion des fonds de l'école fut confiée à un comité. Mr. Brocklehurst, qui en raison de sa fortune comme de ses relations ne pouvait être écarté, conserva la charge de trésorier, mais il fut assisté dans ses fonctions par des personnalités à l'esprit plus large, plus bienveillant. Il partagea son poste d'inspecteur avec ceux qui savaient allier la raison à la sévérité, le bien-être à l'économie, la bonté à l'intégrité. L'école ainsi réformée devint bientôt une institution noble et utile. J'y restai 8 ans après sa transformation, 6 ans comme élève, 2 ans comme maîtresse. En cette double qualité, je puis rendre témoignage de sa valeur et de son influence. Durant ces 8 années, ma vie fut monotone, mais non pas malheureuse, car elle ne fut pas inactive. J'étais à même d'acquérir une excellente éducation, incitée au travail, tant par l'amour de certaines études et mon désir d'exceller en tout, que par la vive satisfaction d'être agréable à mes maîtresses, en particulier à celles que j'aimais. Je profitais pleinement des avantages qui m'étaient offerts. Avec le temps, je parvins à être la première de la classe supérieure et fus alors investie des fonctions de maîtresse dont je m'acquittais avec zèle pendant 2 ans. Mais à la fin de cette période, un changement se fit en moi. Miss Temple n'avait cessé de diriger l'institution durant toute cette transformation. C'était à son enseignement que je devais la meilleure part de mes connaissances. Son amitié, sa société, avaient été pour moi un continuel réconfort. Elle m'avait tenu lieu de mère, d'institutrice et, plus tard, d'amie. C'est alors qu'elle se maria, s'en alla avec son mari, un pasteur, homme excellent, presque digne d'une telle femme, dans un comté éloigné et fut ainsi perdu pour moi.
Du jour où elle partit, je ne fus plus la même. Avec elle s'en étaient allés tous les sentiments de confiance, tous les souvenirs qui, dans une certaine mesure, avaient fait de Lowood une maison pour moi. Quelque chose de sa nature, de son comportement surtout, avait pénétré et imprégné mon esprit. Des pensées plus harmonieuses, des sentiments moins impétueux habitaient mon âme. Assujettie au devoir, à l'ordre, j'étais en paix. Je me croyais satisfaite. Aux yeux des autres, souvent même à mes propres yeux, je me montrais disciplinée, soumise. Mais la destinée, en la personne du révérend Mr. Nasmith, vint s'interposer entre Miss Temple et moi. Je la vis en costume de voyage, montée dans une chaise de poste, peu après la cérémonie du mariage. Je suivis des yeux la voiture qui gravissait la colline jusqu'à ce qu'elle eût disparu derrière sa crête. Puis je me retirai dans ma chambre où je passais dans la solitude la majeure partie de la demi-journée de congé qui avait été accordée en l'honneur de cet événement. Pardon, je cherche le micro. Allant et venant dans cette chambre presque sans discontinuer, je voyais dans la perte que je venais de faire la seule cause de mon affliction et cherchais le moyen de m'en consoler. Toutefois, après avoir mené mes réflexions à leur conclusion, levé les yeux, vu que l'après-midi était passé et la soirée fort avancée, je découvris autre chose. Une transformation venait entre-temps de se faire en moi. Mon esprit s'était libéré de tout ce qu'il avait reçu de Miss Temple, ou plus exactement, elle avait emporté avec elle l'atmosphère de sérénité que j'avais respirée dans son sillage. Et je me retrouvais à présent livrée à mon élément naturel et déjà replacée sous l'influence d'avoir perdu l'influence de mon émotivité première. J'avais plutôt l'impression d'avoir perdu un mobile d'action qu'un appui. Ce n'était pas la possibilité d'être calme qui me faisait défaut. Je n'avais plus de raison d'être calme. Lowood avait été mon univers pendant quelques années. Je n'avais eu d'autre expérience que ses règlements et ses méthodes. Il me venait maintenant à l'esprit que le monde réel était immense, qu'une perspective changeante d'espoir, de crainte, de sensation, d'exaltation attendait ceux qui ont le courage de s'aventurer dans ces étendues pour y chercher, au milieu de ces périls, la véritable connaissance de la vie. J'allai à ma fenêtre, l'ouvris et regardai dehors. Ici, les deux ailes du bâtiment, le jardin. Là, les limites de Lowood, l'horizon de collines. Mon regard, indifférent à tout le reste, s'arrêta au loin, sur les sommets bleus que je désirais tant franchir. Tout ce qui était encadré par leurs rochers et leurs bruyères me semblait une prison, une terre d'exil. Je suivis des yeux la route blanche qui serpentait à la base de la montagne pour disparaître dans une gorge entre deux hauteurs, comme j'eusse aimé la suivre plus loin. Je me souvins du temps où j'avais parcouru cette même route en diligence. Je revoyais la descente de la colline au crépuscule. Un siècle semblait s'être écoulé depuis le jour où j'étais arrivée à Lowood, que je n'avais jamais quitté. J'y avais passé toutes mes vacances, Mrs. Ring ne m'ayant jamais fait venir à Gateshead, et ni elle, ni personne de sa famille n'était venu m'y voir. Je n'avais échangé avec le monde extérieur ni lettres, ni messages. Je ne connaissais de l'existence que les règlements de l'école, ses obligations, ses habitudes, son esprit, ses visages, ses voix, son langage, son uniforme, ses préférences, ses antipathies. Tout cela ne me satisfaisait plus. En un après-midi, la lassitude me vint de la routine de 8 années. Je désirais la liberté, je soupirais après elle. Pour obtenir cette liberté, je murmurais une prière qui sembla s'évanouir dans le vent qui soufflait alors faiblement. Sans la poursuivre, je fis une supplication plus humble, celle d'être gratifiée d'un changement, d'un stimulant. Mais elle aussi parut se perdre dans le vaporeux éther. Alors m'écriai-je à demi désespérée que me soit au moins accordée une autre servitude. À ce moment, la cloche, sonnant l'heure du souper, m'appela en bas. Ce ne fut qu'au moment du coucher que j'eus la liberté de reprendre le cours interrompu de mes réflexions. Même à ce moment-là, une maîtresse qui partageait ma chambre m'empêcha, par sa conversation insignifiante et prolongée sans mesure, de revenir au sujet que je brûlais de poursuivre.
Je souhaitais ardemment que le sommeil la contraignît au silence. Il me semblait que si je pouvais seulement retrouver l'idée qui m'était venue à l'esprit lorsque j'étais à la fenêtre, une ingénieuse inspiration me viendrait en aide. Enfin, Miss Gryce ronfla. C'était une lourde galloise dont je n'avais jamais manqué de regarder les habituels ronflements comme un fléau. Ce soir-là, j'en accueillis les premières notes graves avec satisfaction. Ainsi délivrée de toute interruption, mes pensées à demi effacées se ranimèrent aussitôt. Une servitude nouvelle, ces mots ne sont pas vides, me disais-je à moi-même. En pensée, bien entendu, je ne parlais pas à voix haute. J'en suis certaine, leur résonance n'a pas une douceur exagérée. Il en est autrement des mots de liberté, d'exaltation, de plaisir. Quels sont merveilleux vraiment! Mais pour moi, rien de plus que des sons, si chimériques et fugitifs que c'est perdre son temps de les écouter. Tandis que la servitude, cela doit être quelque chose de positif. Chacun peut servir. J'ai servi ici pendant 8 années. Et tout ce que je demande à présent est de servir ailleurs. Ne puis-je obtenir cela par ma propre volonté? Est-ce une chose irréalisable? Non, ce but ne doit pas être difficile à atteindre à la seule condition d'avoir un cerveau assez actif pour découvrir les moyens d'y parvenir. Je m'assis dans mon lit pour tenter d'exciter le dit cerveau. La nuit était froide. Je mis un châle sur mes épaules et de tout mon pouvoir, j'entrepris d'intensifier ma réflexion. Qu'est-ce que je désire? Un nouvel emploi dans une nouvelle maison, parmi de nouveaux visages, dans de nouvelles conditions. Je désire cela parce qu'il est inutile de vouloir quelque chose de mieux. Que faire pour trouver un nouvel emploi? Il faut avoir recours à ses amis, je suppose. Je n'en ai pas. Il y en a bien d'autres qui n'ont pas d'amis et qui sont obligés de se tirer d'affaire par eux-mêmes. Que font-ils alors? Je ne pouvais le dire, rien ne venait m'éclairer. J'ordonnais alors à mon cerveau de trouver rapidement une réponse. Il faisait des efforts de plus en plus vifs. Je sentais le battement de mes artères dans la tête, aux tempes. Mais durant près d'une heure, son activité s'exerça dans le chaos, sans aucun résultat. Enfiévrée par ces vaines recherches, je me levais, fis un tour dans la chambre, écartai le rideau, remarquai 1 ou 2 étoiles, puis, frissonnante de froid, me remis au lit. En mon absence, une aimable fée avait dû laisser tomber la suggestion tant désirée sur mon oreiller, car en me recouchant, elle me vint doucement et tout naturellement à l'esprit. Ceux qui veulent une situation mettent une annonce dans un journal. Il faut en mettre une dans le Shire Herald. Mais je ne sais comment m'y prendre. La réponse fut alors prompte et facile. Il vous faut mettre sous enveloppe le texte de l'annonce et le montant des frais à l'adresse du directeur du Herald et déposer cette lettre à la poste de Lawton à la première occasion. Les réponses devront être adressées à G.E., à ce bureau de poste. Vous pourrez y retourner 1 semaine après l'expédition de votre lettre afin de voir si des réponses sont parvenues et agir en conséquence. J'examinais ce projet sous tous ses aspects, 2 fois, 3 fois. Il fut alors bien au point dans mon esprit. La forme en était claire, précise. Je me sentis satisfaite et m'endormis. Je me levai au petit jour, rédigeai mon annonce et la mis sous enveloppe à l'adresse voulue, avant que la cloche n'eût sonné le lever de l'école. Cette annonce était ainsi conçue. Une jeune fille habituée à l'enseignement, n'étais-je pas maîtresse depuis 2 ans, désire trouver une situation dans une famille particulière où les enfants auront moins de 14 ans. Je pensais que, ayant à peine 18 ans, je ne pouvais entreprendre de diriger des élèves d'un âge plus proche du mien. Elle est qualifiée pour enseigner les matières usuelles correspondant à une bonne éducation anglaise, ainsi que le français, le dessin et la musique. En ce temps-là, lecteur, cette liste de connaissances qui, aujourd'hui, peut paraître restreinte, devait être jugée assez complète. Adresse G.E. Poste restante Lawton, Shire. Ce document resta enfermé à clé dans mon tiroir toute la journée. Après le thé, je demandai à la nouvelle directrice l'autorisation, qui me fut aussitôt accordée, d'aller à Lawton faire quelques commissions pour moi-même et pour 1 ou 2 de mes collègues. Je me mis donc en route. J'avais une distance de 2000 à parcourir et il pleuvait cet après-midi-là.
mais les jours étaient encore longs. Je passais dans une ou deux boutiques, lissais ma lettre à la poste et rentrais sous une pluie battante, les vêtements ruisselants, mais le cœur soulagé. La semaine qui suivit me parut longue, mais comme toutes les choses de ce monde, elle eut cependant une fin. Et une fois de plus, par un beau soir d'automne, je me trouvais arpentant à pied la route pittoresque de l'automne qui longeait le ruisseau en suivant les courbes les plus charmantes du vallon. Ce jour-là, je pensais plus aux lettres qui m'attendaient ou ne m'attendaient pas, au petit bourg où je me rendais, qu'à l'attrait des prairies et de la rivière. Cette fois-ci, le but apparent de ma course était de faire prendre mes mesures pour une paire de chaussures, ce que je fis d'abord. Puis je traversai la petite rue propre et tranquille qui menait au bureau de poste tenu par une vieille dame portant des lunettes de corne et des mitaines noires. « Y a-t-il des lettres pour J.I. » demandai-je. Elle me regarda avec curiosité par-dessus ses lunettes, puis ouvrit un tiroir dans lequel elle fouilla longtemps, si longtemps que mon esprit commençait à chanceler. Enfin, ayant tenu une enveloppe devant ses verres pendant près de 5 minutes, elle me la remit à travers le comptoir, accompagnant son geste d'un nouveau coup d'œil inquisiteur et plein de méfiance. C'était pour J.I. « N'y en a-t-il qu'une » demandai-je. « Il n'y en a pas d'autre, » répondit-elle. Je la mis dans ma poche et repris le chemin de la maison. Je ne pouvais pas l'ouvrir à ce moment-là, le règlement m'obligeait à être de retour à 8 heures, et il était déjà 7h30. Diverses tâches m'attendaient à mon arrivée. J'eus à surveiller les élèves durant l'heure de l'étude et comme j'étais de service, je dus lire les prières et assister au coucher. Après quoi, je soupais avec les autres maîtresses. Au moment de nous retirer pour la nuit, l'inévitable Miss Gryce était encore avec moi. Nous n'avions qu'un petit bout de chandelle dans le chandelier et je tremblais de le voir se consumer entièrement avant qu'elle eût fini de parler. Heureusement, le lourd repas qu'elle venait de prendre produisit un effet soporifique. Elle ronflait déjà avant que j'eusse achevé de me déshabiller. Il restait encore un peu de chandelle. Je sortis donc ma lettre pour rompre le cachet qui portait l'initiale F. Son contenu était bref. Si J.I., qui a mis une annonce dans le Shire Herald de jeudi dernier, possède les connaissances mentionnées, si elle est en mesure de fournir des références satisfaisantes sur son caractère et sa compétence, il pourra lui être offert une situation où elle n'aura qu'une seule élève, une petite fille âgée de moins de 10 ans, avec un salaire de 30 livres par an. J.I. est prié d'envoyer référence, nom, adresse et tout renseignement à Mrs. Fairfax, Sandfield, près Millcote, Shire. J'examinais longuement ce document d'une écriture à la mode d'autrefois et un peu tremblé, comme celle d'une dame âgée. Ce détail me parut favorable. J'avais été obsédée par la terreur secrète qu'en agissant ainsi pour mon propre compte et en suivant ma propre impulsion, je ne courusse le risque de me mettre dans une situation embarrassante. Je désirais par-dessus tout que le résultat de mes tentatives fût honorable, convenable, en règle. Je sentais qu'une dame d'un certain âge n'était pas un mauvais élément dans mon jeu. Mrs. Fairfax, je me la représentais en robe noire avec une coiffe de veuve, froide peut-être, mais ne manquant point de courtoisie, un modèle de la respectabilité anglaise de son temps. Thornfield, c'était sans doute le nom de sa demeure qui devait être propre et bien tenue, mais dont je ne parvenais pas à me faire une représentation précise. Millcote, Shire. Je fis des efforts pour me remémorer la carte d'Angleterre. Oui, je voyais le comté, ainsi que la ville. Ce comté était plus proche de Londres, de 70 000, que le pays éloigné où je me trouvais. Je considérais cela comme un avantage. Je brûlais d'aller où il y avait de la vie, du mouvement. Millcote était une grande ville industrielle sur les bords de l'A, un centre d'affaires sans aucun doute. Tant mieux, ce serait au moins un changement complet. Ce n'est pas que mon imagination fût très captivée à la pensée de hautes cheminées et de nuages de fumée, mais, conclus-je, Thornfield sera probablement à bonne distance de la ville. À ce moment, la chandelle s'effondra et la mèche s'éteignit. Le lendemain, il y eut de nouvelles dispositions à prendre. Mes projets ne pouvaient rester secrets plus longtemps. Il fallait les faire connaître afin de pouvoir les réaliser. Ayant demandé un entretien à la directrice pendant la récréation de midi,
ce qui me fut accordé, je lui appris que j'avais la perspective d'une nouvelle situation où le salaire serait le double de celui que je recevais présentement. À Lowood, je ne gagnais que 15 livres par an. Et je la priais d'en parler à Mr. Brocklehurst ou à quelqu'un du comité afin de s'assurer auprès d'eux s'ils m'autoriseraient à donner leur nom comme référence. Elle consentit obligeamment à jouer le rôle de médiatrice en cette affaire. Le lendemain, elle s'acquitta de sa mission auprès de Mr. Brocklehurst, qui déclara qu'il fallait écrire à Mrs. Reed, puisqu'elle était ma tutrice naturelle. Une lettre fut donc envoyée à cette dame, qui se contenta de répondre qu'il y avait longtemps qu'elle avait renoncé à s'occuper de mes affaires et que je pouvais agir à ma guise. Ce billet fit le tour du comité et, finalement, après un délai qui me parut interminable, j'obtins un congé régulier pour améliorer ma situation si j'en avais les moyens, et l'on me donna l'assurance que puisque je m'étais toujours bien comportée à Lowood, tant comme élève que comme maîtresse, je recevrais un certificat de bonne conduite et de capacité signé par les inspecteurs de l'institution. Au bout d'une semaine, je reçus ce certificat dont j'envoyai copie à Mrs. Fairfax. Elle me répondit qu'elle était satisfaite et fixait à 15 jours le délai de prise en possession de mes fonctions d'institutrice chez elle. Je procédai alors activement à mes préparatifs de départ. La quinzaine passa rapidement. Ma garde-robe n'était pas très importante, bien qu'adéquate à mes besoins. Le dernier jour me suffit pour faire ma malle, celle-là même que j'avais apportée avec moi de Gateshead 8 ans auparavant. Elle était cordée, l'adresse clouée. Dans une demi-heure, le voiturier allait venir la chercher pour la transporter à Lawton, où je devais me rendre le lendemain matin de bonne heure afin d'y rejoindre la diligence. J'avais brossé ma robe de voyage en lainage noir, préparé ma capote, mes gants, mon manchon, visité tous mes tiroirs pour m'assurer que je n'oubliais rien. Et à présent, n'ayant plus rien à faire, je m'assis pour essayer de me reposer. J'en fus incapable. Bien que je fusse restée debout toute la journée, je ne pus goûter un instant de repos. J'étais trop surexcitée. Une phase de ma vie se terminait ce soir, une autre allait commencer demain. Comment dormir dans l'intervalle? Je ne pouvais que veiller fiévreusement tandis que ce changement s'accomplissait. « Miss » me dit une servante venant à ma rencontre dans le corridor, où j'errais comme une âme en peine. « Il y a en bas une personne qui désire vous voir. » C'est sans doute le voiturier, pensai-je, et je descendis rapidement l'escalier sans en demander plus long. En passant devant la porte à demi ouverte de l'arrière-parloir réservée aux maîtresses pour me rendre à la cuisine, je vis quelqu'un qui en sortait en courant. « C'est elle, j'en suis sûre. Je l'aurais reconnue n'importe où. » s'écria cette personne qui m'arrêta, me prenant par la main. Je la regardais. C'était une femme ayant la mise d'une servante bien habillée, une bonne mère de famille, mais jeune encore, très jolie, avec des cheveux, des yeux noirs et un teint animé. « Eh bien, qui suis-je » demanda-t-elle avec une voix et un sourire que je reconnus à demi. « J'espère que vous ne m'avez pas complètement oubliée, Miss Jane. » Un instant après, j'étais dans ses bras, l'embrassant avec ravissement. « Bessie, Bessie, Bessie !» C'était tout ce que je pouvais dire, tandis qu'elle riait et pleurait à moitié. Nous entrâmes toutes deux dans le parloir où un petit garçon de 3 ans, vêtu d'une veste et d'un pantalon écossais, se tenait debout près du feu. « C'est mon petit garçon », me dit aussitôt Bessie. « Alors vous êtes mariée, Bessie ?»« Oui, depuis bientôt 5 ans avec Robert Leven, le cocher. En plus de Bobby que voilà, j'ai une petite fille qui s'appelle Jane. »« Vous n'habitez pas à Gateshead ? J'habite dans la loge, le vieux portier est parti. »« Comment va-t-on à Gateshead ? Racontez-moi tout, Bessie. Mais d'abord, asseyez-vous. Et toi, Bobby, viens donc t'asseoir sur mes genoux, veux-tu ?» Mais Bobby préféra retourner timidement vers sa mère. « Vous n'êtes pas devenue très grande ni très robuste, Miss Jane, » continua Mrs. Leven. « Je me permets de dire que l'on ne vous a pas trop bien soignée ici. Miss Reed a la tête et les épaules de plus que vous. Et Miss Georgiana en ferait 2 comme vous, pour ce qui est de la carrure. Georgiana doit être belle, Bessie, très belle. Elle est allée à Londres l'hiver dernier avec sa maman, et là, elle a fait l'admiration de tout le monde. Un jeune lord en est tombé amoureux, mais sa famille s'est opposée à ce mariage. Et le croiriez-vous, Miss Georgiana et lui avaient décidé de s'enfuir. Mais on a découvert leur projet et tout s'est arrêté net.
C'est Miss Reed qui a eu vent de la chose. Je crois qu'elle était jalouse. Aussi, sa sœur et elle vivent-elles à présent comme chien et chat. Elles se querellent tout le temps. Que devient John Reed? Oh, il ne réussit pas aussi bien que sa maman le désirerait. Il est allé à l'université, mais il a été recalé. C'est bien ainsi qu'on dit, n'est-ce pas? Ses oncles auraient voulu qu'il devienne avocat et qu'il fasse son droit. Mais à mon avis, c'est un jeune homme tellement dissipé qu'on ne fera jamais grand-chose de lui. Comment est-il? Il est très grand. Il y a des gens qui le trouvent beau garçon, mais il a des lèvres si épaisses. Et Mrs. Reed, madame semble solide, bien portante, extérieurement. Mais elle doit avoir l'esprit inquiet. La conduite de Mr. John ne lui plaît guère. Il dépense beaucoup d'argent. Est-ce elle qui vous a envoyé ici, Bessie? Oh non, pas du tout. Mais il y a longtemps que je désirais vous revoir aussi. Lorsque j'ai appris que vous aviez écrit que vous alliez partir dans une autre région, j'ai décidé de me mettre vite en route pour vous retrouver quelques instants avant que vous ne soyez trop loin. Je crains, Bessie, que vous n'ayez été déçue en me revoyant, dis-je en riant. Je voyais bien que son regard, tout en montrant de l'estime, n'exprimait aucune admiration. Non, mais Jane, pas précisément. Vous êtes distinguée, vous avez l'air d'une dame. Je n'en ai jamais espéré davantage. Vous n'étiez pas une beauté lorsque vous étiez enfant. La franche réponse de Bessie me fit sourire. Je la sentais juste, mais j'avoue qu'elle ne me laissa pas tout à fait indifférente. À 18 ans, qui ne désire plaire? Aussi, la conviction que l'on n'a pas un extérieur propre à favoriser ce désir procure tout autre chose que de la satisfaction. Mais je suis sûre que vous êtes instruite, ajouta Bessie en guise de consolation. Que savez-vous faire? Jouez-vous du piano? Un peu. Il y en avait un dans la pièce. Bessie alla l'ouvrir, puis me pria de m'y asseoir et de lui faire entendre un air. Je lui jouai une ou deux valses qui la ravirent. La Mrs. Reed ne joue pas aussi bien que vous, dit-elle, d'un air triomphant. J'ai toujours dit que vous les passeriez en savoir. Dessinez-vous. Voici un de mes tableaux, là, au-dessus de la cheminée. C'est un paysage peint à l'aquarelle dont j'avais fait présent à la directrice pour la remercier de son aimable intervention en ma faveur auprès du comité et qu'elle avait fait mettre sous verre et encadré. Oh, mais c'est splendide, Miss Jane. Ce tableau est aussi beau que ceux de n'importe lequel des professeurs de dessin de Miss Reed. Ne parlons pas de ce que font ces demoiselles, elles n'en approchent que de loin. Avez-vous appris le français? Oui, Bessie, je le lis et le parle. Savez-vous broder sur mousseline, faire de la tapisserie? Mais oui. Vous êtes tout à fait une dame, Miss Jane. J'en étais sûre. Vous ferez votre chemin, que votre famille s'occupe de vous ou non. J'ai une question à vous poser. N'avez-vous jamais entendu parler de la famille de votre père, les R? Jamais de ma vie. Vous savez que madame a toujours dit qu'ils étaient pauvres et méprisables. Peut-être sont-ils pauvres, mais je les crois d'une aussi respectable famille que les Reed. Un jour, il y a environ 7 ans, un certain Mr. R est venu à Gateshead pour vous voir. Madame l'a informé que vous étiez en pension à 50 milles de Gateshead. Il en a paru d'autant plus contrarié qu'il ne pouvait prolonger son séjour car il partait en voyage pour un pays étranger. Et le bateau devait quitter Londres dans 1 ou 2 jours. Il avait tout à fait l'air d'un gentleman. Je crois que c'était le frère de votre père. Dans quel pays étranger allait-il? À des milliers de milles, dans une île où l'on fait du vin, m'a dit le sommelier. Madère, suggérai-je? Oui, c'est cela, c'est exactement ce nom-là. Alors, il est parti. Oui, il n'est resté que quelques minutes à la maison. Madame s'est montrée très hautaine avec lui. Après son départ, elle l'a traité de vulgaire commerçant. Mon Robert croit que c'est un négociant en vin. Très probablement, répliquai-je. Peut-être est-il l'employé ou le commissionnaire d'un marchand de vin. Pendant 1 heure encore, je parlais avec Bessie du bon vieux temps, puis elle fut obligée de me quitter. Je la revis durant quelques minutes le lendemain matin, à l'automne, en attendant la diligence. Nous nous séparâmes définitivement à la porte de l'auberge des Brocklehurst Arms pour aller chacun dans une direction différente. Elle partit pour la colline de Lowood où elle devait prendre la voiture qui la ramènerait à Gateshead, tandis que je montais moi-même dans celle qui allait me conduire vers de nouveaux devoirs, vers une nouvelle vie dans les environs inconnus de Millcote. Très hautaine. Pardon. Et c'est la fin du chapitre 10. Et je crois que ce sera aussi la fin de cette lecture. Qu'est-ce que
C'est agréable, ce vent. Les pieds dans l'herbe. Les pieds nus dans l'herbe. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous passez aussi de très bons moments. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Faites attention à vous surtout. Et à bientôt pour la suite de Jane Eyre et des entretiens sur la pluralité des mondes et de bien d'autres choses encore. Merci beaucoup. À bientôt. Alors attendez, je me rapproche. J'espère que vous n'avez pas entendu le vent.